Mon mari m'a jeté dehors, certain de tout me prendre. Il pensait que j'étais faible, sans défense. Tu es une simple prof d'art, tu n'as pas les moyens de te payer un bon avocat pour me combattre, a-t-il ricané, le visage déformé par le mépris. Il était si sûr de lui, si arrogant. Le jour du procès, il est arrivé en conquérant, prêt à m'écraser. Mais son assurance s'est envolée quand la meilleure avocate de Paris, la plus redoutée, s'est assise à mes côtés. Elle s'est penchée vers lui et lui a murmuré à l'oreille, « Je suis sa sœur. Et aujourd'hui, vous allez tout perdre. » Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est la mienne, une histoire de trahison, de manipulation, mais aussi de résilience et de justice. Avant de plonger dans les détails de cette épreuve, j'aimerais beaucoup savoir d'où vous nous écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous êtes, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est fascinant de voir à quel point notre communauté est étendue. Maintenant, revenons à ce jour qui a fait basculer ma vie. Tout a commencé un mardi après-midi, un jour gris et pluvieux qui semblait annoncer la tempête à venir. J'étais dans mon petit atelier, mon sanctuaire, situé au fond de notre jardin à la périphérie de Lyon. L'odeur de la térébenthine et de la peinture à l'huile flottait dans l'air, une odeur qui, pour moi, était synonyme de paix et de création. Je travaillais sur une grande toile, une commande pour une galerie locale, et j'étais absorbé par les nuances de bleu et de gris que je mélangeais sur ma palette. La musique classique jouait doucement en fond sonore, et pour un instant, tout semblait parfait. J'étais Claire, une femme de 35 ans, professeure d'art dans un petit lycée de quartier et artiste peintre à mes heures. Une vie simple, mais une vie que j'aimais. La porte de l'atelier s'est ouverte brusquement, faisant grincer les gonds. Marc était là, debout sur le seuil. Mon mari depuis 10 ans. Il portait son costume de travail impeccable, mais son visage était fermé, dur comme de la pierre. Il n'a pas souri. Il n'a pas dit bonjour. J'ai immédiatement senti une vague de froid m'envahir, chassant la chaleur réconfortante de mon petit havre de paix. « Marc ? Tout va bien ?» ai-je demandé, posant mes pinceaux. Il a avancé dans la pièce, ses chaussures chères claquant sur le plancher en bois. Il a jeté un regard dédaigneux à ma toile en cours. « Toujours en train de jouer avec tes couleurs » a-t-il dit, sa voix dénuée de toute chaleur. Ce n'était pas une question, c'était un jugement. Il s'est arrêté devant moi et a posé un dossier en carton épais sur ma table de travail, juste à côté de mes tubes de peinture. Le bruit sec a résonné dans le silence. « C'est fini, Claire » a-t-il annoncé. Les mots étaient froids, précis, comme ceux d'un chirurgien annonçant un diagnostic fatal. « Je veux le divorce. » J'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Le divorce ? Nous avions eu des hauts et des bas, comme tous les couples, mais je n'avais jamais imaginé ça. J'ai cherché dans ses yeux une trace de tristesse, de regret, n'importe quoi. Il n'y avait rien. Juste une détermination glaciale. Quoi ? Mais, pourquoi, ai-je bégayé, ma propre voix me semblant étrangère. Il a eu un petit geste impatient de la main, comme pour balayer ma question insignifiante. Les raisons n'ont pas d'importance. C'est une décision d'affaires, maintenant. Ouvre le dossier. J'ai déjà tout préparé avec mon avocat. Mes mains tremblaient tellement que j'ai eu du mal à défaire le rabat du dossier. À l'intérieur, des pages et des pages de jargon juridique que je ne comprenais pas. Mais Marc, lui, était plus que disposé à me résumer les points essentiels. C'est simple, a-t-il commencé, arpentant l'atelier comme un prédateur en cage. Premièrement, la maison. Elle me revient. La maison, ai-je répété, incrédule. Mais, mes parents nous ont donné l'apport pour l'acheter. C'est autant ma maison que la tienne. Il a souri, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Légalement, elle est à nos deux noms. Mais je vais la garder. Deuxièmement, le compte joint. Je prends la totalité des économies. Tu n'en as pas besoin pour tes petits projets. Il a de nouveau regardé mes toiles avec mépris. Mon cœur battait à tout rompre. L'argent sur ce compte, c'était des années de travail, de sacrifice. C'était l'argent que je mettais de côté pour peut-être un jour ouvrir ma propre petite galerie. Et troisièmement, a-t-il continué, savourant chaque mot,
tu renonces à toute forme de pension alimentaire ou de prestations compensatoires. Tu as ton petit salaire de prof, ça te suffira bien. C'était une déclaration de guerre. Une exécution. Il ne voulait pas seulement me quitter, il voulait m'anéantir, me laisser sans rien. C'est injuste, Marc. C'est cruel. Je ne peux pas accepter ça. Et c'est là qu'il a porté le coup final. Il s'est approché de moi, se penchant jusqu'à ce que son visage soit à quelques centimètres du mien. Son haleine sentait le café cher et l'arrogance. Soyons réalistes, Claire, a-t-il murmuré, sa voix suintant la pitié feinte. Tu es une simple prof d'art. Tu gagnes à peine de quoi vivre. Moi, je suis dans la finance. J'ai déjà engagé l'un des meilleurs cabinets de Paris. Penses-tu vraiment avoir les moyens de te payer un avocat pour me combattre? Le mien va t'épuiser financièrement avant même que tu aies mis un pied au tribunal. Accepte mes conditions. C'est la seule chose sensée à faire. Il s'est redressé, a ajusté sa cravate, et m'a regardé de haut, moi, assise sur mon tabouret, couverte de taches de peinture, soudainement si petite, si insignifiante. Il me voyait comme un insecte à écraser. Je le regardais, le cœur en miettes, ne sachant pas que ce n'était que le début de son plan diabolique pour me détruire complètement. Le silence qui a suivi ces paroles était assourdissant, seulement brisé par le bruit de la pluie qui tambourinait contre le toit en verre de l'atelier. Je repensais à ces mots, tu es une simple prof d'art. Pendant des années, il avait utilisé cette phrase, parfois avec une fausse tendresse, d'autres fois avec une pointe d'agacement. Maintenant, elle était devenue une arme, une sentence. Il avait transformé ma passion, mon identité, en une preuve de ma faiblesse, de mon infériorité. Alors que je restais là, paralysé par le choc, des fragments de souvenirs des derniers mois ont commencé à refaire surface, s'assemblant comme les pièces d'un puzzle macabre. Je réalisais avec une horreur grandissante que ce n'était pas une décision soudaine. C'était un plan méticuleusement orchestré. Un sabotage silencieux. Je me suis souvenu, il y a 2 mois. J'avais passé des semaines sur une série de 4 toiles pour un collectionneur privé à Genève. C'était mon plus gros contrat à ce jour, un contrat qui aurait pu me donner une certaine indépendance financière, une bouffée d'air frais. La veille de l'expédition, Marc était entré dans l'atelier, une tasse de café à la main, chose qu'il ne faisait jamais. Il prétendait s'intéresser à mon travail, posant des questions vagues tout en se déplaçant avec une agitation inhabituelle. Puis, il avait trébuché. La tasse de café s'était renversée, projetant un arc brun et brûlant sur la plus grande des 4 toiles, la pièce maîtresse. « Oh, mon Dieu, Claire, je suis tellement désolé, s'était-il exclamé, avec une profusion d'excuses. Quelle maladresse de ma part! J'avais été dévasté, mais je l'avais cru. J'avais passé toute la nuit à essayer de réparer les dégâts, en vain. J'avais dû annuler la vente, m'excuser platement auprès du collectionneur et subir une perte financière et professionnelle considérable. À ce moment-là, j'avais vu de la maladresse. Maintenant, je voyais de la malveillance pure. Il avait délibérément saboté ma chance de réussir. Puis, il y a eu l'incident de l'ordinateur, il y a à peine 3 semaines. Je tenais toute ma comptabilité et ma liste de contacts clients sur un fichier sécurisé. Un soir, Marc m'a dit qu'il avait besoin d'utiliser mon ordinateur pour une urgence professionnelle. Le lendemain matin, le fichier avait disparu. Effacé. Introuvable. C'est étrange, avait-il dit, en haussant les épaules. Tu as dû faire une mauvaise manipulation. Tu sais bien que tu n'es pas très doué avec la technologie. Encore une fois, je l'avais cru. Je m'étais sentie stupide, incompétente. J'avais passé des jours à essayer de reconstituer ma liste de mémoire, perdant un temps précieux et probablement plusieurs clients potentiels. Il ne m'avait pas seulement fait perdre de l'argent, il m'avait fait douter de moi-même, de mes propres capacités. Il m'avait isolé, affaibli, brique par brique, sans que je ne m'en rende compte. Le souvenir le plus douloureux était celui d'une conversation avec Chloé, notre amie commune depuis l'université. Nous étions toutes les 3 inséparables à une époque. Il y a 1 mois, Chloé et moi avions pris un café. Je lui avais parlé de mes difficultés, du contrat raté, de mon sentiment que Marc s'éloignait de plus en plus. Chloé avait été étrangement distante. Tu sais, Claire,
m'avait-elle dit en remuant son café, évitant mon regard, Marc travaille tellement dur pour vous deux. La finance, c'est un monde stressant. Peut-être que tu devrais être un peu plus compréhensive, un peu moins, centrée sur tes peintures. Ces mots m'avaient blessée. Je n'avais pas compris pourquoi elle prenait sa défense de manière si véhémente. Maintenant, c'était clair comme de l'eau de roche. Marc avait déjà commencé sa campagne de dénigrement. Il avait planté des graines de doute dans l'esprit de nos amis, me peignant comme une artiste égoïste et irresponsable, tandis qu'il jouait le rôle du mari dévoué et surchargé de travail. Il ne se contentait pas de me détruire financièrement, il détruisait ma réputation, mon cercle de soutien. Marc était toujours là, dans l'atelier, me regardant avec impatience. Alors ? Tu as fini de rêvasser ? Tu signes ou pas ? Je l'ai regardé, mais je ne voyais plus mon mari. Je voyais un étranger, un monstre calculateur. La tristesse a commencé à laisser place à une colère froide, une colère qui montait du plus profond de mon être. Sors, ai-je dit, ma voix tremblante mais ferme. Il a été surpris. Pardon ? Sors de mon atelier. Maintenant. Il a ri, un rire sec et désagréable. Ton atelier ? Bientôt, tout ceci sera à moi. Tu ferais mieux de t'y habituer. Il a fait demi-tour et est parti, me laissant seul avec les ruines de ma vie. J'ai pris mon téléphone, mes doigts glissant sur l'écran. Mon premier réflexe a été d'appeler Chloé. J'avais besoin d'une amie. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Chloé ? C'est moi. Il faut que je te parle. Marc, il veut divorcer. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Puis, sa voix, froide et distante. Écoute, Claire, Marc m'a appelé tout à l'heure. Il m'a tout expliqué. Je ne veux pas me mêler de vos histoires. Mais, tu es mon ami. Il veut tout me prendre. Il me laisse sans rien. Il y a toujours deux versions à une histoire, a-t-elle répondu, et ses mots étaient comme des poignards. Je pense que tu devrais simplement faire ce qu'il dit et passer à autre chose. C'est pour le mieux. Elle a raccroché. J'ai laissé tomber le téléphone. C'était donc ça. J'étais seule. Complètement seule. Il avait réussi. Il m'avait isolée de tous. Seule et sans ressources, je pensais que tout était perdu. Je n'avais plus qu'une seule option, un appel que je redoutais de faire depuis 5 ans. Le nom s'affichait sur mon écran de téléphone, un nom que je n'avais pas composé depuis si longtemps, Sophie. Ma sœur. Mon aînée de 8 ans. Autrefois mon roc, ma confidente, mon idole. Aujourd'hui, presque une étrangère. Notre relation s'était brisée 5 ans plus tôt, dans la douleur et le chagrin qui avaient suivi le décès de notre mère. La source de notre conflit était la maison de notre enfance, une vieille bâtisse en pierre près d'Aix-en-Provence, remplie de souvenirs, de rires et de fantômes. Pour moi, cette maison était le dernier lien tangible avec nos parents. Chaque pièce, chaque meuble, chaque fissure dans le mur racontait une histoire. Je voulais la garder, la transformer en une résidence d'artistes, un lieu de vie et de création pour honorer leur mémoire. C'était un rêve, peut-être naïf, mais c'était le mien. Sophie, elle, ne voyait pas les choses de la même manière. Avocate brillante et pragmatique à Paris, elle ne voyait que des murs, des impôts fonciers et des frais d'entretien. Pour elle, la maison était un actif, un capital dormant qu'il fallait liquider. On doit être réaliste, Claire, m'avait-elle dit, sa voix dénuée de l'émotion que je cherchais désespérément. Vendre est la seule chose logique à faire. On partage l'argent et on avance. Avancer, avais-je crié, les larmes aux yeux. Comment peux-tu parler d'avancer comme si leur vie n'avait été qu'une transaction financière ? La dispute avait été terrible, envenimée par le chagrin. Des mots cruels avaient été échangés. Je l'avais accusée d'être froide et sans cœur, elle m'avait traitée d'éternelle rêveuse incapable de faire face à la réalité. Marc, à l'époque, avait assisté à la scène, jouant le médiateur mais jetant de l'huile sur le feu en privé, me disant que Sophie avait toujours été jalouse de mon talent artistique, qu'elle ne supportait pas que je ne suive pas un chemin sérieux comme le sien. J'avais été stupide de le croire. Depuis ce jour, un mur de glace s'était érigé entre ma sœur et moi.
Nous nous contentions d'échanger des cartes de vœux polis à Noël et pour nos anniversaires. Rien de plus. Appeler Sophie, c'était admettre ma défaite. C'était ravaler ma fierté et lui demander de l'aide après l'avoir accusée de tous les maux. La honte me brûlait la gorge. Mais la peur était plus forte que la fierté. La peur de tout perdre, de me retrouver à la rue, anéanti par l'homme que j'avais aimé. Je fixais son nom sur l'écran, mon pouce planant au-dessus du bouton d'appel. C'était ça, ou abandonner. Et malgré tout ce que Marc m'avait fait subir, une petite flamme de combativité refusait de s'éteindre en moi. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai appuyé. La sonnerie a retenti 1 fois, 2 fois. Chaque son était une torture. J'imaginais déjà sa secrétaire me répondre d'une voix sèche, ou tomber directement sur sa messagerie vocale. Puis, à la 3e sonnerie, une voix a répondu. Une voix que je connaissais par cœur, mais qui semblait lointaine, changée par les années de silence. Allô, Sophie Dubois. C'était direct, professionnel. Pas de « allô », amical. Mon courage a failli m'abandonner. Sophie. C'est clair. Un long silence. Un silence si lourd, si plein de non-dits, que j'ai cru qu'elle allait raccrocher. Je pouvais presque l'entendre de l'autre côté, pesant le pour et le contre, se demandant pourquoi, après 5 ans, j'appelais. Finalement, elle a parlé. Un seul mot, teinté de surprise et de méfiance. Claire ? Les larmes que j'avais retenues depuis que Marc était entré dans l'atelier ont commencé à couler. Ma voix s'est brisée. J'ai besoin de ton aide. Et tout est sorti. Dans un flot de paroles incohérents, entrecoupées de sanglots, je lui ai tout raconté. Le divorce, les exigences de Marc, la maison, les économies. Et puis, je lui ai rapporté ces mots exacts, ceux qui m'avaient le plus humilié, ceux qui résumaient tout son mépris. Il a dit que j'étais une simple prof d'art. Il a ricané et il a dit, tu n'as pas les moyens de te payer un avocat pour me combattre. À l'autre bout du fil, il y a eu un autre silence. Mais celui-ci était différent. Il n'était pas vide. Il était chargé d'une tension palpable, comme l'air avant un orage. Quand Sophie a de nouveau parlé, sa voix était méconnaissable. La froideur professionnelle avait disparu, remplacée par quelque chose de plus ancien, de plus profond. Une colère glaciale, tranchante comme une lame. Il a dit quoi ? A-t-elle demandé, son ton si calme qu'il en était terrifiant. Répète-le. J'ai répété la phrase, mot pour mot. D'accord, a-t-elle dit, et dans ce simple mot, j'ai entendu le déclic d'une arme qu'on arme. Écoute-moi très attentivement, Claire. Ne signe absolument rien. Tu m'entends ? Rien. Ne lui parle plus. Ne réponds pas à ses appels, à ses messages. Coupe tout contact. Sois au tribunal de Paris mardi prochain, à 9h. Je serai là. Mais, Sophie, les honoraires, je ne peux pas. Elle m'a coupé, sa voix ne laissant aucune place à la discussion. On ne parle pas d'argent. Il a insulté notre famille. Il a fait une erreur. Une très grosse erreur. J'ai raccroché, le cœur battant. Marc pensait m'avoir désarmé, mais il venait de réveiller un dragon. La semaine qui a précédé l'audience a été la plus longue de ma vie. Conformément aux instructions de Sophie, j'ai ignoré les appels et les messages incessants de Marc. Ils ont commencé par être condescendants, puis sont devenus impatients, et enfin menaçants. Chaque notification était une nouvelle vague d'anxiété, mais je tenais bon, m'accrochant aux derniers mots de ma sœur comme à une bouée de sauvetage. J'ai passé mes journées à errer dans la maison, notre maison, qui ne ressemblait plus à un foyer mais à un champ de bataille. Chaque objet, chaque photo, me rappelait un mensonge. Cet homme avec qui j'avais partagé ma vie pendant une décennie était un étranger, un ennemi qui avait dormi à mes côtés. Le soir, je n'arrivais pas à dormir, assailli par le doute. Et si Sophie ne venait pas ? Et si elle changeait d'avis ? Notre dispute était profonde, et peut-être que la loyauté familiale ne suffirait pas à combler le fossé. Le mardi matin est arrivé, gris et froid. J'ai pris le premier train pour Paris, le ventre noué. J'avais choisi la seule tenue sobre que je possédais, une robe noire simple, celle que je portais aux enterrements. Cela semblait approprié.
En entrant dans l'immense et intimidant palais de justice, je me sentais comme un agneau mené à l'abattoir. L'odeur de vieux papier, de cire et d'angoisse flottait dans les couloirs de marbre. J'ai trouvé la salle d'audience. Marc était déjà là. Il était impeccable dans un costume bleu marine taillé sur mesure, l'air confiant, presque jovial. Il était assis à la table du demandeur, discutant à voix basse avec son avocat, un homme d'une 50aine d'années au sourire suffisant. Il riait. Il riait comme s'il célébrait déjà leur victoire. En me voyant entrer, le sourire de Marc s'est élargi, un sourire de pitié triomphante. Il m'a regardé, seul, et il a dû penser que j'étais venu pour me rendre. Je me suis assise à la table de la défense, le cœur battant dans ma poitrine. J'ai posé mon sac à main sur la table, mes mains moites. J'ai regardé l'horloge murale. 9h moins 5. Chaque tic-tac était une éternité. 9h. Toujours pas de Sophie. La panique a commencé à monter en moi. Il m'avait eu. Marc avait raison. J'étais seule. L'avocat de Marc s'est levé et s'est approché de ma table avec une démarche assurée. Madame Lambert, a-t-il commencé, son ton faussement compatissant. Je suis maître Dubois. Je suis heureux de voir que vous avez choisi la voie de la raison. Si vous êtes prête à signer les documents maintenant, nous pouvons régler cela rapidement, sans douleur. J'ai levé les yeux vers lui, essayant de garder un visage impassible. J'attends mon avocate, ai-je répondu, ma voix à peine un murmure. Il a eu un petit rire incrédule. Votre avocate ? Allons, ne perdons pas de temps. À ce moment précis, l'huissier a annoncé d'une voix forte, la cour. Nous nous sommes tous levés. La juge, une femme au visage sévère et aux cheveux gris noués en un chignon serré, est entrée et a pris place. Elle a ajusté ses lunettes et a examiné les documents devant elle. Affaire Lambert contre Lambert, a-t-elle lu. Les deux parties sont-elles présentes et représentées ? Maître Dubois s'est avancé. Oui, votre honneur. Maître Dubois pour le demandeur, monsieur Marc Lambert. La juge a tourné son regard vers moi. Et pour la défense ? Mon cœur s'est arrêté. C'était fini. J'allais devoir dire que je me représentais moi-même. J'ai ouvert la bouche pour parler, mais aucun son n'est sorti. Et puis, les grandes portes à double battant au fond de la salle d'audience se sont ouvertes avec un bruit sec et autoritaire. Le silence s'est fait dans la salle. Toutes les têtes se sont tournées. Sophie était là. Elle n'est pas entrée, elle a fait une entrée. Elle portait un tailleur-pantalon noir d'une coupe parfaite, des talons hauts qui claquaient sur le sol en marbre avec une confiance absolue. Ses cheveux bruns étaient relevés en un chignon impeccable, et son visage, que je connaissais si bien, était un masque de détermination froide. Elle avançait dans l'allée centrale comme si la salle d'audience lui appartenait. J'ai tourné mon regard vers Marc. Son visage avait perdu toutes ses couleurs. Sa bouche était légèrement entr'ouverte, ses yeux écarquillés par l'incrédulité et une peur soudaine. L'avocat à côté de lui a laissé tomber son stylo, qui a roulé sur le sol avec un bruit dérisoire. C'était comme regarder un film au ralenti, la réalité de Marc se fissurant et s'effondrant devant mes yeux. Sophie est arrivée à ma table. Elle a posé sa mallette en cuir sur le bois avec un claquement sec et précis. Elle m'a adressé un minuscule hochement de tête, presque imperceptible, mais qui disait tout. Puis, elle s'est tournée vers la juge. Sophie Dubois, pour la défense, a-t-elle annoncé, sa voix claire et puissante résonnant dans toute la salle. Navré pour ce retard, votre honneur. Une urgence familiale. La juge a levé les sourcils, visiblement surprise et impressionnée. Le nom de Sophie Dubois était connu dans ce milieu. C'était un nom qui signifiait des victoires écrasantes et des règlements impitoyables. Maître Dubois, a dit la juge, son ton changeant subtilement. Je ne m'attendais pas à vous voir sur cette affaire. Sophie a eu un léger sourire, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Parfois, la famille nous oblige à faire des exceptions, votre honneur. Elle s'est assise à côté de moi, et pour la première fois depuis une semaine, j'ai pu respirer. Le sourire de Marc s'était évaporé. Il ne savait pas encore que ce n'était que le début de son cauchemar. Sophie a ouvert sa mallette avec un calme délibéré, sortant une pile de dossiers parfaitement organisés.
L'atmosphère dans la salle d'audience avait complètement changé. La confiance arrogante du camp adverse avait été remplacée par une tension nerveuse. Mark n'arrêtait pas de chuchoter frénétiquement à l'oreille de son avocat, qui semblait soudainement beaucoup moins sûr de lui. La juge a repris la parole, s'adressant à ma sœur. Maître Dubois, je présume que vous avez pris connaissance des conditions proposées par le demandeur ? Sophie a levé les yeux de ses papiers, son regard croisant celui de Mark pendant une fraction de seconde, un regard si froid qu'il aurait pu geler l'enfer. En effet, votre honneur, a-t-elle répondu d'une voix posée. Et je dois dire que j'ai trouvé cette proposition très créative. Cependant, nous n'allons pas perdre le temps de la cour à discuter de ces conditions. Nous allons plutôt discuter de fraude. Le mot a flotté dans l'air. Fraude. L'avocat de Mark s'est immédiatement levé. Objection, votre honneur. C'est une accusation grave et sans fondement. Sophie ne l'a même pas regardé. J'ai des preuves, maître. Des preuves que je m'apprête à présenter. Votre honneur, avec votre permission, j'aimerais utiliser le projecteur de la salle. La juge a hoché la tête, intriguée. Accordé. Sophie a connecté son ordinateur portable au système. La première diapositive est apparue sur le grand écran blanc derrière la juge, visible par tous. C'était un relevé de notre compte joint. Sophie avait surligné plusieurs lignes en rouge. Votre honneur, mesdames et messieurs, a commencé Sophie, se levant et utilisant un pointeur laser pour désigner les lignes surlignées. Entre janvier de l'année dernière et le mois dernier, une série de virements totalisant exactement 62 450 € ont été effectués depuis le compte joint de mes clients vers un compte personnel au nom unique de Monsieur Mark Lambert. Mark est devenu livide. Son avocat a tenté de réagir. Votre honneur, les transferts entre époux sont monnaie courante et ne prouvent absolument aucune intention frauduleuse. Sophie a souri. C'était un sourire terrifiant. Je suis tout à fait d'accord, maître. Un transfert n'est pas un crime. Cependant, ces transferts ont été effectués à l'insu de ma cliente. Et surtout, il est intéressant de voir à quoi cet argent a servi. Clic, la diapositive suivante est apparue. C'était une compilation de factures de cartes de crédit, toutes payées depuis ce fameux compte personnel de Mark. La salle a pu lire en grosses lettres les noms d'établissements de luxe. Hôtel Georges V, Paris. 12 mars. Une suite à 1 200 € la nuit. Restaurant L'Ambroisie. 18 mars. Un dîner pour 2 personnes, 850 €. Boutique Cartier, place Vendôme. 2 avril. Une montre pour femme, 7 800 €. Sophie égrenait la liste, sa voix calme et méthodique contrastant avec la nature scandaleuse des dépenses. Le tout, bien sûr, pendant que ma cliente, Claire, pensait que son mari travaillait tard au bureau pour subvenir aux besoins de leur foyer. Je regardais l'écran, le cœur serré. La montre Cartier. Je me souvenais de ce jour-là. Mark m'avait dit qu'il avait une réunion cruciale qui s'éternisait. Il m'avait envoyé un message pour me dire de ne pas l'attendre pour dîner. Pendant ce temps, il achetait une montre de luxe. Mais pour qui ? La juge se penchait en avant, son visage sévère encore plus dur. Maître Dubois, où voulez-vous en venir ? J'y viens, votre honneur, a répondu Sophie. Ces dépenses somptuaires n'étaient pas pour le bénéfice du couple. Elles étaient destinées à financer une relation extra-conjugale. Un murmure a parcouru la salle. L'avocat de Mark était de nouveau debout, bégayant des protestations. Ce sont des insinuations. Des calomnies. Il n'y a aucune preuve de ce que vous avancez. Vraiment, maître, a demandé Sophie, un sourcil arqué. Vous parlez de preuves ? Clic. La salle était silencieuse, mais le coup de grâce n'était pas encore venu. Sophie a alors projeté la diapositive suivante en disant « Maintenant, passons aux preuves photographiques ». La première photo est apparue. Elle était d'une clarté parfaite, visiblement prise par un professionnel. On y voyait Mark, sortant de l'hôtel Georges V, tenant la main d'une femme. Une femme élégante, blonde. Au poignet de cette femme brillait la montre Cartier. C'était Élodie. Sa patronne. Mon souffle s'est coupé. Je la connaissais.
Marc me l'avait présenté lors d'un dîner d'entreprise. Ma mentor, avait-il dit. Clic, une autre photo. Marc et Élodie attablés à l'ambroisie, un verre de champagne à la main, se regardant avec une intimité qui ne laissait aucune place au doute. Clic, une autre. Eux deux, s'embrassant passionnément dans la rue, juste avant de monter dans un taxi. La date et l'heure étaient incrustées sur chaque photo. C'était un dossier méticuleux, une documentation de plusieurs mois de mensonges et de trahisons. Sophie a laissé les photos s'afficher pendant un long moment, laissant le poids de la preuve s'installer. L'adultère en soi n'est peut-être plus un crime, votre honneur, a-t-elle finalement dit, sa voix résonnant dans le silence glacial. Mais utiliser les fonds matrimoniaux, l'argent durement gagné et économisé par ma cliente, pour financer cette liaison, c'est un détournement de fonds. C'est une fraude. Et cela, c'est un délit. Marc avait la tête entre les mains. Son monde s'écroulait en direct, sous les yeux de tous. La salle était silencieuse, mais le coup de grâce n'était pas encore venu. Sophie a alors projeté la diapositive suivante en disant « Maintenant, passons aux preuves photographiques ». La salle d'audience était pétrifiée. Les photos de Marc et Élodie, affichées en grand format, étaient une preuve irréfutable de sa trahison. Mais Sophie n'avait pas l'intention de s'arrêter là. Elle voulait déconstruire l'image de Marc, non seulement en tant que mari infidèle, mais aussi en tant qu'homme. Elle voulait exposer la noirceur de son âme. L'image est une chose, votre honneur, a continué Sophie, sa voix toujours aussi calme et mesurée. Mais les mots, parfois, sont encore plus révélateurs. Ils nous montrent la véritable nature d'une personne. L'avocat de Marc, sentant le danger, a tenté une nouvelle fois d'intervenir. Votre honneur, nous ne savons pas d'où viennent ces photos. Elles pourraient être truquées. Et maintenant, elle veut nous faire écouter des ragots ? Sophie l'a regardé avec un mélange de pitié et d'amusement. Maître, ces photos ont été prises par un détective privé agréé, dont le rapport est ici, à votre disposition. Quant au ragot, il s'agit d'un enregistrement audio. Et avant que vous ne criez à l'illégalité, laissez-moi vous préciser qu'il a été obtenu légalement, dans un lieu public. Elle a fait un signe à l'huissier, qui a activé le système audio de la salle. Un silence tendu s'est installé. Puis, une voix a retenti. La voix de Marc. Claire, nette, indubitable. Non, mais tu te rends compte ? Claire est tellement naïve. Elle est là, dans son petit atelier, à barbouiller d'étoiles, persuadée que son art va la sauver. C'est presque touchant de bêtises. Un rire a suivi. Un rire gras, méprisant. La voix d'un autre homme, que je ne connaissais pas, a répondu, elle ne se doute de rien pour le divorce. Rien du tout, a repris la voix de Marc. Elle pense qu'on est juste dans une mauvaise passe. Le moment venu, je vais tout lui prendre. La maison, le fric, elle finira sans rien. Juste avec ses pinceaux et ses regrets. Ce sera trop facile. Elle est trop faible pour se battre. J'ai fermé les yeux, une douleur aiguë me transperçant la poitrine. Entendre sa trahison de sa propre voix était 1000 fois pire que de la voir en photo. C'était la confirmation de son mépris total, de sa cruauté planifiée. J'ai jeté un coup d'œil à travers la salle et j'ai vu Chloé, notre amie commune. Elle était assise au fond, le visage décomposé. Elle comprenait enfin. Elle comprenait qu'elle n'avait été qu'un pion dans le jeu de Marc, qu'il l'avait manipulée pour m'isoler davantage. Ses yeux ont croisé les miens, remplis de honte et de regret. Je n'ai ressenti aucune satisfaction, juste une immense tristesse. Sophie a arrêté l'enregistrement. Conversation enregistrée au Café de Flore, à Paris, le 22 mai dernier, a-t-elle précisé pour le compte-rendu. Comme vous pouvez l'entendre, il ne s'agit pas d'un simple divorce. Il s'agit d'un plan prémédité visant à dépouiller ma cliente de tous ses biens, en se basant sur sa prétendue faiblesse. Marc était rouge de fureur. Il s'est levé d'un bond, pointant un doigt accusateur vers Sophie. C'est une violation de ma vie privée. C'est inadmissible. Vous n'avez pas le droit. Asseyez-vous, monsieur Lambert, a tonné la juge, sa voix ne tolérant aucune réplique. Marc s'est rassis, tremblant de rage. Sophie a continué, imperturbable. Mais ce n'est pas tout.
Monsieur Lambert n'a pas seulement trompé et humilié ma cliente. Il a aussi tenté de la saboter professionnellement. Elle a projeté une série de des échanges entre Marc et le collectionneur de Genève, celui dont j'avais perdu le contrat. Voici un email envoyé par Monsieur Lambert au collectionneur, 2 jours après l'incident du café renversé, a expliqué Sophie. Il écrit, et je cite, « Cher monsieur, je suis dévasté par ce qui est arrivé. Malheureusement, Claire est très fragile en ce moment, elle traverse une période de dépression. Je crains qu'elle ne soit plus en mesure d'honorer des commandes de cette ampleur. Mon sang s'est glacé. Il n'avait pas seulement détruit ma toile. Il avait détruit ma réputation. Il m'avait fait passer pour une personne instable, indigne de confiance. C'était diabolique. Et pour finir, a dit Sophie, sa voix se faisant plus grave, la preuve de sa tentative de m'écarter, moi, sa propre famille. Un nouvel enregistrement. Cette fois, c'était une conversation téléphonique entre Marc et Chloé. Voix de Marc, écoute, Chloé, si Claire t'appelle, il faut que tu la raisonnes. Dis-lui que je suis un type bien, qu'elle exagère. Surtout, il ne faut pas qu'elle contacte sa sœur. Sophie est une vipère, elle va tout envenimer pour prendre de l'argent. Tu dois me promettre de l'en dissuader. C'est capital. Voix de Chloé, d'accord, Marc, je le ferai. Tu peux compter sur moi. Sophie a coupé le son. Elle s'est tournée lentement vers la table de Marc, son regard le clouant sur place. Non seulement vous avez prévu de ruiner ma cliente, votre épouse, a-t-elle dit, chaque mot tombant comme une sentence, mais vous avez activement manipulé son cercle d'amis pour l'isoler et vous assurer qu'elle ne puisse pas obtenir l'aide de sa propre famille. Vous avez tout fait pour qu'elle soit seule, terrifiée et sans défense. Marc tremblait de rage et de peur. Il pensait avoir tout entendu, mais ma sœur gardait le meilleur pour la fin, une preuve qui ne le mènerait pas seulement à la ruine, mais directement en prison. Le silence dans la salle d'audience était total, presque sacré. On aurait pu entendre une mouche voler. La juge regardait Marc avec un dégoût non dissimulé. Son avocat feuilletait ses papiers sans but, le visage défait, sachant pertinemment que la partie était perdue. Mais il ne savait pas à quel point. Sophie est restée debout, dominant la scène de toute sa prestance. Elle a pris une pause, laissant la tension monter à son paroxysme. C'était une tacticienne hors pair, une maîtresse du drame judiciaire. Votre honneur, a-t-elle repris, sa voix résonnant avec une nouvelle gravité. Jusqu'à présent, nous avons établi un schéma de comportement basé sur la tromperie, la manipulation émotionnelle et la fraude financière. Des actes moralement répréhensibles, et pour certains, légalement condamnables. Mais ce que je m'apprête à vous présenter maintenant dépasse tout cela. Nous n'entrons plus dans le domaine du litige civil. Nous entrons dans celui du droit pénal. À ces mots, Marc a relevé la tête, un éclair de panique pure dans les yeux. Il a compris que la situation venait de basculer dans une autre dimension. Sophie a projeté un nouveau document à l'écran. C'était une demande de prêt à la consommation, datée de 6 mois auparavant, auprès d'une grande banque française. Le montant était de 50 000 €. Le nom de l'emprunteur était le mien, Claire Lambert. Et la garantie pour ce prêt était une hypothèque de second rang sur notre maison. Je regardais le document, abasourdi. Je n'avais jamais vu ce papier de ma vie. Je n'avais jamais demandé un tel prêt. Ma cliente, Claire Lambert, n'a jamais mis les pieds dans cette banque, a déclaré Sophie. Elle n'a jamais rempli ce formulaire. Et surtout, elle n'a jamais signé ce document. Elle a zoomé sur le bas de la page, sur la case réservée à la signature. Mon nom y était écrit, d'une écriture qui ressemblait étrangement à la mienne, mais qui n'était pas la mienne. Son mari, Monsieur Marc Lambert, a imité sa signature, a affirmé Sophie. Objection, a crié l'avocat de Marc, se levant avec l'énergie du désespoir. C'est une accusation monstrueuse. Vous n'avez aucune preuve de cela. C'est sa parole contre la sienne. Sophie a eu un sourire glacial. Oh, mais j'ai bien mieux que sa parole, maître. J'ai la science. Clic, la diapositive suivante montrait un rapport officiel, avec l'entête d'un cabinet d'experts en graphologie assermenté auprès des tribunaux. Le rapport comparait la signature du document de prêt avec des dizaines d'échantillons de ma véritable signature, provenant de ma carte d'identité,
de mon passeport, de contrat de travail. Les conclusions étaient affichées en gras, surlignées en jaune pour que personne ne puisse les manquer. Conclusion, la signature apposée sur le document de demande de prêt est une imitation. Elle n'a pas été réalisée par la main de Madame Claire Lambert. Probabilité de contrefaçon, 99,9%. Le souffle de Marc s'est échappé dans un sifflement. C'était fini. Il était piégé. La falsification de documents et l'usurpation d'identité, votre honneur, a continué Sophie, sa voix martelant chaque syllabe, sont des crimes fédéraux. Ils sont passibles de plusieurs années d'emprisonnement et de lourdes amendes. Monsieur Lambert n'a pas seulement volé sa femme. Il a commis un crime contre l'État. Elle s'est alors tournée, non pas vers la juge, mais directement vers Marc. Elle a marché lentement jusqu'à sa table, et s'est penchée vers lui, sa voix n'étant plus qu'un murmure venimeux, mais que toute la salle pouvait entendre grâce au micro de son revers. Vous avez dit que ma sœur était trop pauvre pour vous affronter. Vous aviez raison. Elle n'avait pas les moyens. C'est pour ça qu'elle n'a rien eu à payer. Mon intervention est un cadeau de la famille. Mais maintenant, Marc, en plus de perdre la maison, les économies, votre travail et votre réputation, vous risquez de perdre la seule chose qui vous reste, votre liberté. Elle s'est redressée et est retournée à sa place, me laissant, ainsi que toute la salle, dans un silence de mort. Le piège s'était refermé. Il n'y avait aucune issue. La juge a finalement repris la parole, son visage une étude de fureur contenue. Monsieur Lambert, levez-vous. Marc s'est levé, chancelant, ses jambes semblant à peine le soutenir. Compte tenu des preuves accablantes présentées aujourd'hui, cette cour. Le marteau du juge était sur le point de tomber, mais Sophie avait une dernière surprise, une annonce qui allait détruire la dernière once de réputation de Marc. Elle a levé la main. Pardonnez-moi, votre honneur. Un dernier point, si vous le permettez. Il concerne la destination de ces 50 000 € obtenus frauduleusement. Tous les regards se sont de nouveau tournés vers l'écran. La juge, visiblement intriguée par ce dernier rebondissement, a fait un signe de tête à Sophie pour qu'elle continue. Ces 50 000 €, obtenus en usurpant l'identité de ma cliente, n'ont pas servi à payer des dettes ou à faire des investissements, a expliqué Sophie. Ils ont été immédiatement transférés sur un autre compte. Elle a projeté un nouveau relevé bancaire. Le virement de 50 000 € était clairement visible. Et le bénéficiaire de ce virement était une société nommée ELM Consulting. ELM Consulting, a poursuivi Sophie, est une petite société de conseil créée il y a 1 an. Une société qui, curieusement, n'a qu'une seule employée et dirigeante. Elle a projeté l'extrait du registre du commerce. Le nom de la dirigeante est apparu en grosses lettres, Élodie Le Marchand. La maîtresse de Monsieur Lambert, a précisé Sophie pour que tout le monde comprenne bien. En d'autres termes, Monsieur Lambert a commis un crime fédéral pour voler de l'argent à sa femme afin de financer l'entreprise de sa maîtresse. Il ne s'agit plus seulement de fraude matrimoniale. Il s'agit d'une conspiration criminelle. Ce fut le coup de grâce. L'avocat de Marc s'est affalé sur sa chaise, la tête entre les mains. Il avait abandonné. Marc, lui, regardait le vide, son visage une toile blanche de défaite absolue. Il n'avait pas seulement été démasqué, il avait été disséqué, exposé dans toute sa bassesse. La juge a frappé un grand coup de marteau sur son pupitre. Le son a claqué dans le silence. Assez, a-t-elle déclaré, sa voix tremblant de colère. Cette cour a entendu suffisamment d'horreur pour une journée. Sur la question du divorce, le jugement est sans appel. La totalité des biens matrimoniaux, y compris la résidence principale et l'intégralité des comptes joints, est attribuée à Madame Claire Lambert. Monsieur Lambert est condamné à rembourser la somme de 62 450 € détournés, plus les intérêts légaux. Il est également condamné à payer l'intégralité des frais de justice, y compris les honoraires de l'avocate de la défense. Elle a fait une pause, son regard fusillant Marc. Quant aux accusations criminelles de falsification de documents, d'usurpation d'identité et de conspiration en vue de commettre une fraude, je transmets immédiatement ce dossier au procureur de la République. Monsieur Lambert, vous n'êtes pas autorisé à quitter le territoire. Une enquête pénale sera ouverte dès aujourd'hui. L'audience est levée. Un autre coup de marteau.
C'était fini. Alors que les gens commençaient à sortir, 2 policiers en civil se sont approchés discrètement de Marc. Ils lui ont parlé à voix basse, et je l'ai vu hocher la tête, le corps vidé de toute son arrogance. Il m'a jeté un dernier regard, un regard où se mêlait la haine, l'incrédulité, pour la première fois, la peur. Puis ils l'ont escorté hors de la salle. Je suis restée assise, tremblante, le contre-coup de l'adrénaline me frappant de plein fouet. J'avais gagné. J'avais tout gagné. Mais je ne ressentais aucune joie, seulement un immense vide et une profonde fatigue. Sophie a posé une main sur mon épaule. Ça va aller, Claire. C'est terminé. Je me suis tournée vers elle, les larmes coulant enfin sur mes joues. Des larmes de soulagement, de tristesse, de gratitude. Merci, Sophie. Je ne sais pas comment. Chut, a-t-elle dit doucement. Tu n'as pas à me remercier. C'est ce que les sœurs font. Ce soir-là, pour la première fois en 5 ans, nous avons dîné ensemble. Dans un petit bistrot parisien, loin du faste et des mensonges du monde de Marc. Nous n'avons pas beaucoup parlé du procès. Nous avons parlé de notre enfance, de nos parents, des étés passés en Provence. Nous avons parlé de nos regrets, des mots que nous n'aurions jamais dû dire. J'ai été stupide à propos de la maison, ai-je avoué, en regardant mon verre de vin. J'étais tellement accrochée au passé. Et moi, j'ai été froide et distante, a-t-elle répondu. J'étais tellement absorbée par ma carrière, par la logique, que j'ai oublié l'essentiel. Elle a tendu la main par-dessus la table et a pris la mienne. Ses doigts étaient chauds, forts. La famille, c'est tout ce qui compte, Claire. C'est la seule chose qui reste quand tout le reste s'effondre. On ne laisse personne faire du mal aux nôtres. Plus jamais. Ce soir-là, je n'ai pas seulement récupéré ma maison et mon argent. J'ai récupéré ma sœur. Et c'était la plus grande victoire de toutes. J'avais gagné la bataille juridique, mais la vraie reconstruction de ma vie ne faisait que commencer. Les mois qui ont suivi le procès ont été une période de transition étrange, un mélange de libération et de deuil. Libération de l'emprise toxique de Marc, mais deuil de la vie que je croyais avoir, des 10 années que j'avais investies dans un mensonge. La maison, qui avait été le théâtre de tant de tensions, est redevenue mon sanctuaire. J'ai passé des semaines à la réorganiser, à enlever toute trace de lui. J'ai repeint les murs, changé les meubles, et transformé son ancien bureau en une extension de mon atelier, une pièce baignée de lumière où je pouvais travailler sur de plus grandes toiles. C'était un processus de purification, une façon de me réapproprier mon espace et ma vie. Mon travail est devenu mon exutoire. Toute la douleur, la colère, la trahison, je les ai déversées sur mes toiles. Mes peintures ont changé. Elles sont devenues plus audacieuses, plus expressives, plus honnêtes. Et les gens l'ont remarqué. La galerie locale qui m'avait soutenue a organisé une exposition de mes nouvelles œuvres. Le soir du vernissage, j'étais terrifiée. C'était la première fois que je me montrais publiquement depuis le scandale, qui avait fait quelques vagues dans la presse locale. Mais l'accueil a été incroyablement chaleureux. Les gens ne voyaient pas une victime, ils voyaient une artiste dont le travail avait acquis une nouvelle profondeur, une nouvelle force. L'exposition a été un succès retentissant. J'ai tout vendu. Pour la première fois de ma vie, j'étais complètement indépendante financièrement, grâce à mon art. Ma relation avec Sophie s'est épanouie. Nous nous appelions presque tous les jours. Elle venait à Lyon un week-end sur 2, où je montais à Paris. Nous avons rattrapé le temps perdu, reconstruisant notre complicité brique par brique. Nous avons finalement décidé de vendre la maison de nos parents, mais cette fois, c'était une décision commune, prise dans la paix et le respect mutuel. Nous avons utilisé une partie de l'argent pour créer une petite fondation au nom de notre mère, une bourse pour aider les jeunes artistes en difficulté. C'était la meilleure façon de lui rendre hommage. Chloé est venue me voir une semaine après le procès. Elle était en larmes, pleine de remords. Elle m'a tout raconté, comment Marc l'avait manipulée, lui avait menti pendant des mois. J'aurais pu lui en vouloir, mais je n'ai ressenti que de la pitié. Elle aussi avait été une victime de sa perversité. Je lui ai pardonné. Notre amitié ne serait plus jamais la même, mais la rancœur était un fardeau que je ne voulais plus porter. Quant à Marc, la justice a suivi son cours.
Il a été condamné à 2 ans de prison ferme pour fraude et falsification de documents. Élodie, sa complice, a également été poursuivie et a écopé d'une peine avec sursis et d'une lourde amende, en plus d'avoir perdu son emploi et sa réputation. J'ai reçu une lettre de Marc, écrite depuis sa cellule. C'était un long plaidoyer rempli d'apitoiement sur son sort et de tentatives de rejeter la faute sur les autres. Il ne demandait pas pardon pour ce qu'il m'avait fait, mais pour s'être fait prendre. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai brûlé dans la cheminée, regardant les cendres de notre passé s'envoler en fumée. 1 an après le divorce, alors que je commençais enfin à me sentir entière à nouveau, j'ai rencontré quelqu'un. C'était inattendu. Je ne cherchais rien. J'étais à une foire d'art contemporain quand un homme a entamé la conversation devant une de mes toiles. Il s'appelait Lucas, il était architecte. Il parlait de l'art avec une passion et une sensibilité qui m'ont immédiatement touchée. Il n'était pas impressionné par le succès ou l'argent, il était fasciné par le processus de création, par l'émotion derrière les couleurs. Nous avons commencé à nous voir. C'était une relation lente, douce, construite sur des conversations interminables, des promenades au bord du Rhône et un respect mutuel profond. Je lui ai raconté mon histoire, sans rien cacher. Il m'a écouté attentivement, sans jugement. Il a vu mes cicatrices, mais il a aussi vu ma force. Avec lui, je n'étais pas la pauvre femme qui s'est fait avoir, j'étais Claire, l'artiste, la femme résiliente. Il m'a aidé à comprendre que la confiance n'était pas une faiblesse, et que le véritable amour ne cherchait pas à diminuer l'autre, mais à l'aider à briller. La vie était belle, mais une dernière nouvelle concernant Marc et Élodie allait apporter une conclusion finale et satisfaisante à toute cette histoire. 2 ans après sa condamnation, Marc a été libéré de prison pour bonne conduite. J'ai appris la nouvelle par Sophie, qui gardait un œil distant sur le dossier. Une partie de moi a ressenti une vieille angoisse, la peur irrationnelle qu'il puisse revenir dans ma vie. Mais cette peur s'est vite dissipée. J'avais changé. J'étais plus forte, et ma vie était désormais bien remplie, protégée par l'amour de Lucas et la vigilance de ma sœur. Quelques mois après sa sortie, une nouvelle affaire a éclaté dans la presse financière. Une enquête de grande envergure avait mis au jour un réseau de délits d'initiés et de manipulation de marché au sein de l'ancienne société de Marc et Élodie. Le nom d'Élodie le marchand était au centre de l'affaire. L'enquête, qui avait été déclenchée à l'origine par les révélations faites lors de mon procès en divorce, avait tiré sur un fil qui avait fini par défaire toute une pelote de corruption. Il s'est avéré que leur relation n'était pas seulement une liaison amoureuse, mais un partenariat criminel. Élodie utilisait sa position pour obtenir des informations confidentielles, et Marc, avec son expertise financière, les exploitait pour réaliser des profits illégaux. Le prêt frauduleux de 50 000 € n'était qu'une goutte d'eau dans un océan de malversation. Ils avaient trompé des investisseurs, ruiné des petites entreprises et manipulé des vies pour leur propre cupidité. En apprenant cela, j'ai ressenti un sentiment étrange. Ce n'était pas de la joie, ni de la vengeance. C'était une forme de validation. Mon drame personnel, ma douleur intime, avait involontairement servi un but plus grand. En me battant pour moi-même, j'avais, sans le savoir, initié un processus qui allait exposer des criminels et rendre justice à de nombreuses autres victimes anonymes. Élodie a été condamnée à une peine de prison bien plus lourde que celle de Marc. Lui, ayant coopéré avec la justice pour obtenir une peine réduite, a été impliqué comme témoin. Son nom a été traîné dans la boue une nouvelle fois. Il n'était plus le financier arrogant et puissant, mais un simple pion, un homme brisé qui avait tout perdu par sa propre faute. Je me suis rendu compte que la meilleure vengeance n'était pas de le voir souffrir, mais de le voir devenir insignifiant. Sa trahison, qui avait autrefois défini mon existence, n'était plus qu'un lointain souvenir, une note de bas de page dans le grand livre de ma vie. Ma véritable victoire n'était pas au tribunal. Elle était là, dans mon quotidien. Elle était dans les rires de Lucas quand je le battais aux échecs, dans les appels quotidiens avec Sophie pour ne rien dire d'important, dans la satisfaction de terminer une toile qui disait exactement ce que je voulais dire. Ma victoire, c'était d'avoir construit une vie si pleine et si heureuse que son souvenir n'avait plus le pouvoir de me faire du mal. Aujourd'hui, je regarde le chemin parcouru. L'atelier qui a été le témoin de ma plus grande douleur est maintenant le lieu de ma plus grande joie. Les murs qui ont entendu des menaces et des mensonges résonnent maintenant de musique et de rire.
La femme qui se sentait petite et impuissante a laissé la place à une artiste reconnue et à une femme aimée et respectée. Mon histoire a commencé par un acte de destruction, mais elle se termine par un acte de création. J'ai pris les débris de ma vie passée et j'en ai fait une nouvelle toile, plus riche, plus colorée et infiniment plus belle que la précédente. Ce n'est pas une histoire de vengeance, c'est une histoire de renaissance. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez a vécu une trahison similaire, n'ayez pas peur de chercher de l'aide et de vous battre pour ce qui est juste. La solitude est l'arme la plus puissante de ceux qui veulent vous faire du mal. Brisez-la. Parlez-en. Votre histoire mérite d'être entendue. Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous, vos mots pourraient donner de la force à quelqu'un qui en a besoin en ce moment. Soutenons-nous les uns les autres. Merci de m'avoir écouté. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un « j'aime » et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Prenez soin de vous.